Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football. Au sommaire aujourd'hui, la Coupe du Monde féminine qui s'est achevée ce 7 juillet sur le 4e sacre des États-Unis. Pour dresser un bilan et surtout imaginer les répercussions de ce mois de compétition, un simple tube de l'été ou une vraie évolution, j'accueille Patrick Favier qui était l'envoyé spécial de Sud-Ouest pendant cette Coupe du Monde en France. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors le Sud-Ouest Footcast spécial mondial féminin 2019, c'est parti. Patrick, vous revenez de mois de compétition dans les stades de ce mondial à travers la France. Déjà, quel bilan faites-vous comme ça après quelques jours passés de retour à la normale ? Alors, je vais commencer par un petit clin d'œil. J'ai pas suivi l'intégralité de la Coupe du Monde des féminines comme on le fait pour les garçons, comme le font les envoyés spéciaux. J'ai suivi les matchs de l'équipe de France et puis les gros matchs et la semaine à Lyon avec les demi-finales et la finale. Donc, ça y est, une petite différence. Quel bilan j'en fais ? Moi, j'y ai pris, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, avec qui on a pu discuter, pas mal de plaisir, parce que on a vu un jeu qui est très agréable, qui est du foot, qui est ni du foot féminin, ni un foot particulier, c'est juste du foot, qui est pratiqué dans un esprit plutôt offensif, avec de belles ambiances, qui sont en général celles de toutes les Coupes du Monde, qu'elles soient filles et garçons, avec ce qui est peut-être la différence notable, comme le professionnalisme est plus récent, qu'il y a moins de pression sur les joueuses, il y a des profils de joueuses qui sont vraiment moins lisses, un peu plus riches que chez les garçons, où la communication est un peu plus maîtrisée. C'est pas que les personnalités soient moins intéressantes chez les garçons, mais tout est plus cadré, et sans aller jusqu'à l'américaine Megan Rapinoe, qui est une femme assez fantastique. Il y a quand même beaucoup de joueuses qui expriment des histoires et qui savent s'exprimer. Globalement, c'est une compétition qui était très agréable à suivre. Sur ce point de vue, peut-être que c'est justement un retour au football masculin d'il y a plusieurs années où c'était moins verrouillé par la communication. Ouais, j'avais l'occasion d'en parler avec Vicente Lizarazu, avec lequel on a pu faire un petit papier bilan sur son regard, puisqu'il a commenté beaucoup de matchs. Et c'est ce qu'on se disait, que c'est peut-être le foot pré-98, donc voilà, mais j'aime pas trop faire moi de différence entre le foot féminin et le foot masculin. Il y a plus un écart de temps qu'une différence. Alors justement, on parle de 98, les Bleus s'étaient imposés. Là, sur cette Coupe du Monde 2019, l'équipe de France s'est arrêtée en quart de finale, 4 victoires pour y arriver, sans forcément convaincre, mais en tout cas le contrat a été rempli. Puis il y a cette défaite contre les États-Unis. Là-dessus, pareil, quel bilan on peut faire ? C'est un bilan insatisfaisant, on va dire, et on peut mieux faire si on était à l'école. Alors, peut mieux faire, c'est un peu bizarre, parce qu'un quart de finale contre les États-Unis, qui sont la nation la plus forte du monde, il n'y a absolument pas à rougir d'être éliminé, surtout pas d'être éliminé 2-1. N'empêche que ce qu'on retient plutôt, ce qui a déçu, c'est la dynamique de l'équipe de France tout au long du tournoi. On a l'impression qu'après le début en fanfare contre la Corée du Sud, il y a eu un essoufflement, et puis il y a des failles qui se sont révélées de plus en plus grosses, comme l'état de forme de Le Sommer par exemple, le rendement au milieu de Gaëtan Tiné aussi, et au lieu qu'il y ait une correction ou une amélioration, on a eu l'impression qu'on descendait d'un cran un petit peu à chaque match, avec la victoire difficile contre la Norvège, la victoire sur le penalty à retirer contre le Nigeria, voilà, donc, et puis le 8e de finale difficile contre le Brésil. Enfin, c'est surtout cette dynamique-là qui laisse une mauvaise impression. Et du coup, moi je me demandais, après l'élimination en quart de finale, à quoi elle correspond chez les garçons, si on peut faire un équivalent du coup chez les garçons. Est-ce que c'est l'élimination de l'équipe de France de Laurent Blanc à l'Euro 2012 qui avait vu c'était 1-0 ou 2-0 je crois, mais on avait l'impression d'une impuissance de l'équipe de France totale, mais bon, c'était l'équipe d'Espagne qui est l'équivalent des États-Unis alors, mais bon, la fédération a décidé que voilà, il fallait changer quelque chose, et Laurent Blanc a cédé son poste. Ou est-ce que c'est le quart de finale 2 ans plus tard en Coupe du Monde contre l'Allemagne de Didier Deschamps, où là on se dit bon, on est tombé contre le futur champion du monde,
Ça s'est joué à peu, on continue comme ça. Noël Le Graët, le président de la fédération, a tranché à la fin du mondial féminin. Il a dit on continue avec Corignac, on continue comme ça. Ok. Mais le problème, c'est qu'après, au-delà du bilan sportif, donc qui est pas honteux, mais qui déçoit un petit peu, surtout dans la manière, il y a ce qui s'est passé après la Coupe du Monde. Et notamment, alors je me souviens moi d'une déclaration de Wendy Renard en zone mixte après le quart de finale contre les États-Unis, où sans faire de polémique, elle disait qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec le choix tactique qui avait été fait pour la fin de match, qu'elle aurait bien aimé rester devant, mais qu'on lui avait demandé de rester à l'arrière dans une défense à 3. Ensuite, il y a eu les interviews de Corinne Diacre au Parisien et puis à Téléfoot, où elle a posé deux problèmes. Elle en a posé un qui est légitime, qui était le degré de préparation des Lyonnaises, parce que même les joueuses internationales, d'autres, Marosan, l'allemande qui joue à Lyon, a eu des difficultés, Van de Sanden, la néerlandaise qui joue à Lyon, a eu aussi des difficultés. Elle a posé justement le problème de la préparation physique de joueuses qui avaient une longue saison avec l'Olympique lyonnais. Mais elle a posé aussi le problème de l'utilisation d'Eugénie Le Sommer, qui était dans tout son plan de jeu, dans tous les matchs de préparation à gauche de l'attaque de l'équipe de France, qui avait un rendement très insuffisant. Et puis elle a dit Corinne Diacre, mais je lui demandais de jouer dans l'axe, elle ne voulait pas. Et ça c'était un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, Surtout qu'elle joue dans l'axe avec Lyon, donc... Voilà, il y avait une cohérence. Ça sentait un petit peu la défausse, là, ce propos sur Eugénie Le Sommer. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est que Reynald Pedros et Jean-Michel Aulas, il pèse quelque chose quand même dans le football français, ont estimé qu'elle était sortie des cadres en chargeant Le Sommer comme ça. Donc on se demande quel va être l'avenir et quelle va être l'ambiance quand l'équipe de France va reprendre sa préparation pour les matchs éliminatoires de l'Euro 2021 qui vont débuter à l'automne prochain. Il y a outre la tendance des derniers matchs de l'équipe de France qui n'était pas bonne, il y a ce qui s'est passé après aussi, qui crée un peu de soucis pour la dynamique de cette équipe de France. Et je reviens un petit peu sur le cas de Le Sommer quand même. Effectivement, son rendement était très en deçà de ce qu'elle peut faire. Elle n'a pas été sortie, elle a été sortie à 8 minutes de la fin de France-États-Unis. À la finale du Mondial 2018, quand Didier Deschamps voit que N'Golo Kanté n'y est pas, il le sort à la mi-temps. Oui. Voilà. Alors, conséquence de cette élimination, il n'y a pas de Jeux Olympiques en plus, donc ce qui va faire une longue période, sans réel objectif, en tout cas sans objectif qui met en lumière. Oui, parce que les qualifications pour l'Euro, je vous fais grâce du détail, mais enfin il y a 9 groupes, les premiers de chaque groupe sont qualifiés. Ensuite, au total, il y a 2 seconds qui sont qualifiés directement et 3 autres par barrage. Enfin bon, c'est assez facile de se qualifier pour l'Euro 2021, pour la phase finale. Les Jeux Olympiques en football féminin, c'est un tournoi qui est aussi important qu'une Coupe du Monde, qui est plus difficile parce qu'il y a moins de qualifiés. Donc ça aussi, ça crée un creux qui donne le temps de reconstruire, mais bon voilà, on verra ce qui va se passer, mais il y a un petit creux dans la dynamique autour de l'équipe de France, parce que c'est évident que jusqu'au prochain Euro, l'équipe de France sera moins sous le feu des projecteurs. Alors vous avez, après cette élimination de l'équipe de France, vous avez suivi la fin de la compétition. Il y avait donc 7 quarts de finalistes européennes, 3 demi-finalistes européennes, mais ce sont les États-Unis qui ont été titrés. Est-ce que ce titre était inévitable? Elles étaient vraiment au-dessus des autres? Alors, inévitable, moi j'aime pas trop ça parce qu'il faut gagner sur le terrain. Et puis les Américaines, elles n'avaient pas gagné les Jeux de Rio en 2016, elles s'étaient arrêtées en quart de finale. Et puis l'Allemagne, l'Angleterre pouvaient aussi faire des très beaux vainqueurs. Les Pays-Bas, bon, ils sont... moi je les voyais pas trop gagner, mais en tout cas l'Allemagne et l'Angleterre faisaient vraiment des vainqueurs potentiels. Après, je faisais allusion à l'interview avec Vicente Lizarazu qui lui disait, pour moi il y a une division d'écart entre les États-Unis et les autres, et il disait même je pense qu'elles en avaient encore sous le pied. Donc je vais faire plus confiance à son jugement qu'au mien, mais en tout cas c'est sûr qu'il y avait un écart. Ce qui est le plus frappant, ce qui doit être souligné, c'est que
l'échec des Jeux Olympiques 2016 pour les États-Unis, ça a été une remise en cause extrêmement forte. Gilles Ellis, la sélectionneuse, a été très critiquée. Et ils ont refait un travail où ils ont repensé un petit peu leur jeu en élargissant un peu ce qu'ils faisaient avant, qui était plutôt axé sur des longs ballons, un jeu physique. Gilles Ellis disait qu'elle avait beaucoup soigné et fait progresser son équipe dans la vitesse d'exécution. Donc ce qui est frappant, c'est que c'est une équipe qui a vraiment tout le temps progressé, qui était sur une dynamique quand même très positive et très exigeante. On avait l'impression qu'en fait, elles géraient les matchs, elles accéléraient quand il le fallait, elles savaient gérer à la fin pour ne pas prendre le but qui les éliminait. Voilà, on avait l'impression un contrôle de la situation à chaque fois. Voilà, c'est le paradoxe. Elles sont passées sur 3 scores de 2-1 en 8e, quart et demi, en étant parfois un peu secouées. Mais quand même, on sentait, il subsistait cette impression qu'il y avait un contrôle parfait. Et contre les Pays-Bas, sincèrement, on avait l'impression qu'il ne pouvait rien leur arriver. Alors la Coupe du Monde a très bien fonctionné en France, les Bleus ont été suivis par plus de 10 millions de téléspectateurs. La Coupe du Monde a aussi marché à l'étranger, il y a eu des records d'audience battus en Angleterre, en Allemagne, en Italie, des très belles audiences aussi au Brésil. Est-ce que ça marque justement que cette compétition est peut-être un déclic au-delà de la France, carrément dans le football féminin mondial ? Alors un déclic ou un tournant, je ne sais pas. En tout cas, ça renforce un phénomène qui existait déjà. Hein. Il y avait déjà des progressions en termes de licenciés, en termes d'intérêt, en termes de succès public à certains matchs. En Espagne, il y a eu des matchs à 60 000 personnes, à Madrid, à 40 000 à Bilbao. Enfin, il y avait un fond, mais c'est vrai que le succès de la Coupe du Monde renforce ce phénomène. D'ailleurs, même aux États-Unis, où pourtant il y a 2 longueurs d'avance sur le développement du foot, la sélectionneuse et les joueuses américaines disaient bien que c'était important de réussir cette Coupe du Monde aussi pour le développement du foot, parce qu'ils en avaient toujours besoin. Donc tout, c'était pas acquis. Et effectivement, là, c'est un pas de plus. On a vu les Américaines annoncer un contrat avec ESPN pour la retransmission de certains matchs. Arkema parrainait la Division 1 féminine. Donc tout ça, effectivement, va renforcer. On a l'impression qu'il y a un phénomène d'accélérateur à chaque fois qu'il se produit. Et donc effectivement, il y a eu, c'est vrai, des audiences très très bonnes partout, et même au Brésil où le football masculin, alors qu'il y avait la Copa América en face, ça a aussi très bien marché pour les féminines qui ont été jusqu'en 8e contre l'équipe de France. Ouais, puis il y a un petit chiffre qui est intéressant pour le Brésil, c'est que la finale de cette année entre le Pays-Bas et les États-Unis a été 2 fois plus suivie que la finale de la Coupe du Monde féminine 2007, qui pourtant opposait le Brésil au Japon. Donc on voit qu'il y a un phénomène de fond. On peut le relever aussi aux Pays-Bas, même si les téléspectateurs néerlandais étaient concernés. Mais l'audience de la finale Pays-Bas-États-Unis, c'est le 2e score pour un match de foot, tout confondu, derrière la demi-finale de Coupe du Monde Pays-Bas-Argentine du Mondial 2014 au Brésil. Alors la sélectionneuse américaine Gilles Ellis prévoit que l'écart va se combler avec la croissance exponentielle des licenciés partout dans le monde et la progression des nations européennes contre lesquelles nous avons eu beaucoup de difficultés, a-t-elle dit à la fin de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'elle est gentille avec ses adversaires ou est-ce que vous pensez que c'est un constat réel ? Je ne sais pas si on peut dire que Gilles Ellis est gentille ou Pauline. Je crois qu'elle c'est plutôt du genre à analyser froidement la situation. C'est vrai que l'écart était pas... on a parlé du contrôle qu'avaient les États-Unis sur les matchs, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus un écart infini. Et elle était soucieuse de la façon dont il pourrait se résorber d'ici à quelques années et au prochain mondial. Et puis elle a soulevé un point très intéressant, outre celui du fait qu'il va y avoir une augmentation de licenciés dans les pays européens, parce que il
y a un regard différent sur le foot féminin et qui a été très exposé. Elle a relevé aussi que dans les pays européens, le système de formation était tel que les jeunes joueuses à partir de 16 ans allaient pouvoir s'entraîner avec les pros de 25 ans. Parce qu'effectivement, on a un foot qui est organisé comme ça. Et c'est pas le mode d'organisation américain avec les universités et les lycées auparavant. Et elle disait, il faut que nous, on trouve le moyen de sortir les filles de 16 ans, des générations de 16 ans, pour qu'elles puissent s'aguerrir plus vite et s'entraîner au contact de pros. Ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'elle a un regard vraiment très, très sensé. En plus, elle est à moitié anglaise, donc elle connaît bien le football européen. Et elle sait très bien qu'effectivement, l'écart va se resserrer. Alors, pour le resserrer, il y a un mot, c'est professionnalisme. En France, il y a des joueuses professionnelles, mais le championnat de Division 1 ne l'est pas réellement. C'est l'étape indispensable à passer très très vite pour capitaliser sur cette Coupe du Monde et poursuivre la progression. Alors oui, c'est évident. Alors là, il y a plusieurs signes déjà très concrets. Comme on peut le voir nous à Sud-Ouest, ici, on est très proche des clubs et des territoires. Donc on voit par exemple, c'était déjà rapporté dans nos colonnes, le club de Soyaux, qui est le club féminin historique dans la région, et qui est en division 1 comme les Girondins de Bordeaux, va avoir 6 contrats fédéraux de plus, c'est-à-dire 6 joueuses professionnelles de plus que l'année passée. Donc il y a effectivement davantage de moyens. Il faut rappeler que la professionnalisation en France, les contrats fédéraux, ça remonte seulement à 2 ou 3 ans, il n'y en avait pas énormément. La Coupe du Monde a permis de signer un contrat de naming avec le groupe Arkema, donc il va coller son nom à la D1 comme la Ligue 1 Conforama. Ça déjà, ça a une traduction dans les clubs. Il y a des dirigeants à Soyaux qui nous disaient que ça allait rapporter 80 000 euros par an. Et ça, 80 000 euros, c'est déjà une part très importante de la masse salariale pour absorber cette augmentation du professionnalisme. Après, outre le professionnalisme, si on peut en dire deux mots, à mon avis, ce qui va être très intéressant à suivre, c'est le travail à la base. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, et des dirigeants le sentent, ils nous disent qu'ils sentent que ça bouillonne, quoi. Il va y avoir des demandes de licence de petites filles qui ont vu la Coupe du Monde à la télé. La question, c'est comment on va l'absorber. Moi, en tant que père d'un enfant qui s'est inscrit au foot après la Coupe du Monde 2018, j'ai bien vu que c'était difficile pour les clubs d'accueillir déjà les petits garçons. Donc, comment ils vont faire avec les petites filles qui jouent avec les petits garçons à cet âge-là, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il va falloir qu'il y ait des éducateurs ou des éducatrices pour les accompagner. Et des dirigeants de district, notamment en Charente, disaient que l'autre souci, c'était, une fois passé les 14 ans, qu'effectivement on ne peut plus mélanger les filles et les garçons. Les filles demandent en plus de plus en plus tôt à jouer, à avoir des équipes féminines. Et là, ça demande une structuration importante. Alors comment la fédération ou comment les ligues vont répondre à cet aspect-là, c'est aussi très important, au-delà du professionnalisme, pour la structuration du football féminin. Oui, puisque ça part à la base, bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu plus 15% de licenciés filles après la Coupe du Monde 2018, pour atteindre le chiffre de 165 000 joueuses. Et effectivement, on peut penser que la barre des 200 000 sera atteinte lors de la saison qui arrive. En tout cas, il faudra faire face à un afflux et à l'organiser, surtout dans les différentes catégories d'âge, pour que le mouvement ne se limite pas à 1 ou 2 ans pour des très jeunes joueuses qui jouent en 8 ou en 9, mais qu'elles puissent trouver un débouché un peu plus tard. Il faut rappeler aussi que la formation des jeunes filles, c'est très récent. Je regardais la date de fondation, il y a un pôle féminin au lycée d'Aguin de Mérignac. Il a été ouvert au début de la saison dernière seulement. Donc il y a vraiment un travail important à faire. Patrick, vous parliez de Soyeux tout à l'heure. Notre club de la région est en Division 1, c'est les Girondins de Bordeaux, qui sont revenus en Division 1 il y a 2 ans. Même qui sont venus en Division 1, puisque la structure féminine du club des Girondins de Bordeaux est assez récente là aussi. Et après une belle saison, on sent aussi que le club a décidé de passer un cap en augmentant les moyens sensiblement cet été. Oui, alors c'est quasiment un doublement du budget et un recrutement important, avec
des internationales. Charlotte Bilbao, qui était dans le groupe des 23 remplaçantes pour le mondial, avec Oulimata Sarr, qui est attaquante anciennement de Lille, et qui était potentiellement éligible au mondial. Estelle Cascarino, la sœur jumelle de Delphine aussi. Et puis on attend aussi Inès Jorena qui a 4 sélections, et la prodige jamaïcaine Khadija Shaw, qui paraît-il est une joueuse absolument fantastique. Donc on verra ça. Donc il y a un gros effort pour l'équipe première des Girondins. Voilà. Après, c'est aussi une des dimensions, un des paramètres du développement du foot féminin. Quand les gens, je parle du public là, ou des spectateurs, quand ils vont passer du mondial au championnat de France de première division, il y a quand même un écart qui est très important, et c'est un championnat qui est très inégal. Bordeaux a terminé 4e du dernier championnat. Montpellier, qui est 3e, était à 5 points devant Bordeaux et était à 16 points du deuxième. PSG, donc il y a un écart énorme entre l'OL et le PSG, et puis les autres. Et il y a aussi un niveau de jeu qui est vraiment très inégal. Donc il ne faut pas s'attendre à retrouver la qualité forcément qu'il y avait en Coupe du Monde, parce que la structuration du championnat de D1 est récente, et voilà, la densité de niveau n'y est pas. Mais effectivement, les efforts que font Bordeaux et que vont faire d'autres clubs doivent permettre de densifier un peu de ce niveau et de présenter une compétition de plus en plus attrayante. On voit bien la volonté des dirigeants des Girondins de promouvoir l'équipe féminine, puisqu'ils ont adossé un match amical préparatoire de leur équipe féminine contre l'Athletic Bilbao, qui sera enlevé de rideau d'un match amical de préparation des garçons aussi contre la Genoa. Effectivement, ce sera le 4 août au Matmut Atlantique, donc le dernier match de préparation des joueurs de Paulo Sousa. Ça pourra peut-être permettre aussi de voir s'il y a aussi un attrait pour l'équipe féminine lors de ce match amical. Voilà, puis on le verra après tout au long de la saison, en rappelant que l'équipe de D1 féminine la saison dernière, et je pense que c'est le dispositif pour cette année, était partagée entre Saint-Médard-en-Jalles et Sainte-Germaine-au-Bouscat. Donc voilà, ce ne sont pas des grands stades, c'est pas le même stade du mondial, mais on verra sur le terrain effectivement ce qui restera de cet élan de la Coupe du Monde. À Bordeaux comme ailleurs, et puis on regardera aussi les audiences, puisque le championnat est diffusé sur Canal+. Donc voilà, on va voir s'il y a aussi une prise à ce niveau-là. Eh bien, merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous pour revenir sur ce mondial 2019. Merci. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents et tout le catalogue podcast de Sud-Ouest, musique, vin, cyclisme, rugby, coulisses de l'info, etc. sur notre site, sur notre page Pipa, Spotify, Deezer, YouTube, mais aussi sur iTunes ou encore Google Podcast. Bel été à toutes et à tous, et à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.